Bonjour à tous et rebonjour aux personnes qui étaient là déjà ce matin. Donc je reprends ma casquette de product manager et aujourd'hui, enfin cet après-midi, je vais vous présenter une technologie qui est assez sympathique, qui évolue très vite, qu'on appelle communément l'API MongoDB ou avec son nom un peu plus long, l'Oracle Database API for MongoDB. Et je vais vous présenter donc pendant cette heure à la fois ce qu'on peut faire avec. Je vais vous retracer un petit historique du support des données JSON au sein de la base Oracle, et puis on fera une démo, ou même plusieurs d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec et est-ce que c'est facile à utiliser, etc., etc. Donc sans plus attendre, allons-y. Donc un petit slide. Voilà, une fois n'est pas coutume, c'est que voilà, il y a des petites surprises tout à la fin de la session, mais je me dois de montrer ce slide-là. Alors, ça, c'est le laïus. On a parlé ce matin de la convergence des bases de données. Et en fait, si on devait résumer ça pour cette session, c'est mettre à disposition les capacités SQL auprès de toutes les données JSON et de leur flexibilité. C'est vraiment un point essentiel à comprendre. En tout cas, c'est ce qu'il faudra retenir de cette session. D'aller au-delà du support d'un workload de type MongoDB sur une base Oracle, c'est de voir tout ce qu'on peut offrir autour. Donc, on a vu un peu ce matin, je résume pour ceux qui n'étaient pas là, pas présents, la base de données convergée, ou Converge Database voilà, en anglais. C'est cette capacité en fait qu'offre la base de données depuis plusieurs décennies maintenant de supporter différents types de données, que ce soit en termes de stockage et en termes de processing. Si on regarde un peu notre stratégie, un seul moteur avec énormément d'algorithmes à l'intérieur qui peuvent gérer tous ces formats de données et les coupler ensemble. J'insiste sur ce point-là qui est assez essentiel pour faciliter l'intégration et le développement de nouvelles applications un peu plus modernes, à comparer avec les architectures qu'on retrouve un peu plus traditionnelles, où on va avoir pas mal de technologies, il va falloir les intégrer entre elles, on va avoir des notions d'ETL, etc. Donc, plus de compétences, une plus grande complexité qu'on ne remet pas en question, hein, avec laquelle on s'adapte, mais en tout cas, on donne le choix côté base de données Oracle pour pouvoir aller soit remplacer, soit venir compléter en fait des architectures pour une plateforme data. Donc, pourquoi les documents JSON, pourquoi est-ce que depuis maintenant quasiment 10 ans, on va pouvoir supporter des données JSON au sein de la base Oracle? Plusieurs aspects qui sont intéressants sur ce format d'échange. Déjà, la flexibilité qu'offre le schéma, même si bien souvent on met ça en avant, c'est plutôt dans les phases de développement où l'application va être assez jeune. Et on va voir qu'après, en fait, on va aimer avoir finalement un schéma. D'ailleurs, les schémas JSON arrivent dans la version 23C. J'en ai parlé brièvement ce matin, mais c'est quelque chose qui va être essentiel. Plus l'application va être mature, plus on va vouloir un petit peu consolider et solidifier finalement ces aspects-là. Ensuite, les documents JSON, on les trouve partout. Ils sont facilement, je dirais, consommables par les différents langages objets modernes, de par sa structure hiérarchique, d'imbrication, soit d'objets, soit de tableaux d'objets, de tableaux de scalaire, etc. Enfin, vraiment très agréable. D'un point de vue édition, on prend un éditeur de texte, on peut facilement éditer les documents JSON. C'est assez pratique de ce point de vue-là. L'autre point essentiel, c'est généralement un document JSON est ce qu'on appelle self-contained. Donc voilà, il n'y a rien qui sort. On a un document, il y a toutes les données qui sont ensemble. On parle très souvent de jointure et de la scalabilité associée, sachant que la scalabilité pour les jointures, on est d'accord qu'en 2023, on n'a plus du tout ce problème ou ce genre de problème qui existe pour d'autres moteurs de base de données. Et ensuite, c'est un format qu'on va retrouver partout, à la fois côté front-end, tout ce qui est IoT, tout ce qui est web services, etc. Donc vraiment idéal. Donc, on s'est dit, ça serait pas mal de supporter ce type de données. En allant un cran plus loin, finalement, c'est de se dire aussi que
lorsqu'on regarde les données, ou plutôt l'information que contiennent nos données, finalement, avoir une vision objet, et donc avec ce format d'échange JSON, ou une vision plus ligne et colonne, donc ce qu'on a l'habitude de voir plus côté base de données historique, mais aussi pour tout ce qui est analytique, machine learning, etc. Finalement, on a les mêmes données à la fin. Et donc, l'approche qu'on va offrir, c'est d'avoir ces capacités en fonction des besoins, en fonction des compétences, et bien d'offrir le choix pour pouvoir soit avoir des API très simples. Donc ce matin on parlait, et ça a été évoqué aussi à l'instant par Olivier, l'API Soda, une API un peu NoSQL qui a été développée pour supporter notamment le JSON historiquement, les API REST, et l'API MongoDB qu'on a rajouté il y a un peu plus d'1 an maintenant, à commencer par les bases de données autonomes. Voilà, donc on a les mêmes données, mais en fait les méthodes d'accès en lecture et en écriture vont pouvoir se faire des deux manières différentes. Et c'est là la vraie valeur en fait qu'on vient ajouter, c'est voilà, on met un pont entre ces deux mondes que l'on a absolument plus envie d'opposer. En version 21C, je le mentionnais ce matin, et donc en version 23C est arrivé ce nouveau type de données natif JSON, qui va avoir un formatage, un encodage binaire. Voilà. Pour plein de raisons, je reviendrai là-dessus dans un instant. Mais ce que ça va permettre également, c'est de simplifier en fait l'accès en SQL, que ce soit en termes d'écriture, de syntaxe, mais aussi en termes de performance. Une autre chose essentielle, ça va être aussi la capacité à stocker un certain nombre de types de données dans le format, donc dans le standard du format JSON, qui est assez limité pour le coup. Si on regarde les capacités SQL, donc le standard a évolué, le standard SQL 2016 a pas mal apporté de choses de ce point de vue-là. Il continue d'évoluer avec le standard SQL 2023. Mais essentiellement, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'on peut utiliser le SQL pour requêter des données JSON. Ça, c'est essentiel à comprendre. Et donc, de faire le pont. Alors, en haut, on voit sur l'exemple ici à droite, je génère des documents JSON à partir de données relationnelles. Et on voit ici une sorte de notation, la dot notation qu'on appelle, pour pouvoir aller chercher les éléments. Donc, title ici est un champ d'un document JSON. String, c'est juste une manière de faire un cast en string. Ou en number ou en timestamp. Donc, on va rajouter un certain nombre de fonctionnalités comme ça très intéressantes. Et également, de pouvoir passer du monde JSON à du monde relationnel, donc en dépliant, si on a envie de dire, les tableaux d'objets ou tableaux de valeurs. Ici, avec cette syntaxe un peu simplifiée de l'opérateur standard JSON table, on va être capable d'aller retrouver au sein d'un document hiérarchique, d'un document JSON, les valeurs des champs name, title et du tableau d'objets, notamment le street. Donc tout ça, ça va être transformé en colonne. On va pouvoir ensuite faire du processing SQL classique, des agrégations, des jointures, etc. Donc voilà, passer d'un monde à l'autre, c'est assez pratique. On a travaillé également sur tout ce qui était mise à jour de ces données au travers de l'opérateur JSON Transform, que je ne vais pas détailler ici, mais que je vous invite très fortement à regarder côté documentation, vu la puissance et tout ce qu'on met derrière et l'aspect un peu stratégique que ça va avoir prochainement. Si on retrace ce que je disais, la gestion en termes de stockage d'objets JSON, on a commencé en 12.1.0.2, donc c'était en 2014, avec notamment du Bilob, du Varchar 2 et du Clob que j'ai rayé, parce que ce n'est pas forcément le meilleur type de données, et je sais qu'il y a pas mal de clients qui l'utilisent. Bon, il faut plutôt passer au Blob, c'est bien mieux, pour plein de raisons. Je ne vais pas le détailler là, mais l'aspect performance et taille de stockage en détente. En version 19C, on est arrivé avec, alors 19C dans la base de données autonome, on est arrivé avec la première version, j'ai envie de dire, du stockage binaire JSON. Donc ça, c'est disponible uniquement sur les bases de données Autonomous.
et au travers de colonnes de type blob. C'est pour ça que le blob, je l'ai mis un peu en premier, c'est que par rapport à la taille du document, il n'y a plus trop de limites et c'est voilà, assez performant maintenant grâce à l'encodage binaire. En 21C, on n'a plus besoin d'utiliser des blobs, on utilise le type de données JSON et derrière, on est toujours en format binaire de type OSON et 23C, bien évidemment. Donc OSON, je l'ai mentionné plusieurs fois, qu'est-ce que c'est? C'est le nom en fait du format qu'on utilise pour stocker binairement nos données, pour les encoder binairement. Et donc si vous connaissez mon MongoDB avec le Bison, c'est un peu un successeur dans le sens où il est bien plus performant et bien plus souple et pratique d'utilisation, notamment pour les updates, mais pas que. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise ce genre d'encodage binaire? Tout simplement parce que le standard JSON spécifie uniquement ce genre de type, hein, les nombres, la valeur nulle, des booléens true, false, des chaînes de caractères, des objets des tableaux, et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut voilà, représenter des dates, des timestamps ou des données brutes ou autres, on n'a pas cette capacité-là. Et malheureusement, eh bien, c'est là où on peut avoir des gains en performance, à savoir de ne pas reparser systématiquement des dates, mais d'avoir vraiment l'encodage binaire des dates. Et donc, avec le format OSON, encodé binairement, on est capable d'avoir exactement le même encodage binaire des dates que ce que fait une base Oracle classiquement. Donc, en fait, on n'a pas de conversion de type, et ce qui fait que les requêtes peuvent être beaucoup plus performantes, notamment. C'est un aspect. D'ailleurs, les performances, si on regarde ce que donne le format OSON, voilà, on est sur des gains, enfin des approches en termes de throughput sur des benchmarks très classiques qui sont très sympas, hein, en fait, avec une latence qui se mesure en millisecondes et sur un seul digit. Donc ça, ce sont les mesures qu'on avait en 2020, si je ne me trompe pas. Vous pensez bien qu'on s'est amélioré depuis. Voilà. Donc le format OSON, il permet notamment tout ce qui est accès aléatoire au sein du document JSON. On n'est pas obligé de tout streamer en fait jusqu'au point qui nous intéresse, comme le format Bison. On va généralement avoir une taille bien plus légère que le format Bison, ce qui permet de faire moins d'IO et de transit réseau. Et on n'est pas du tout obligé, voilà, ça c'est l'avantage de tous les formats binaires, de parser du texte encore et encore. Il y a un papier qui a été publié dans la VLDB 2020 que je vous recommande si vous voulez avoir un peu plus de détails. L'autre aspect qui est très essentiel de comprendre, c'est voilà, cet aspect de dictionnaire finalement qui va servir à encoder et à accéder directement aux champs qui vont nous intéresser, notamment pendant les requêtes SQL, mais aussi les updates. Donc ça va être intéressant à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est capable de faire au sein de la base de données sur ces aspects de performance, en fait, on l'a porté dans le monde du Java. C'est-à-dire que vous avez exactement les mêmes, donc monde Java pour l'instant uniquement, mais les capacités à avoir ce dictionnaire, en fait, à pouvoir aller parser rapidement et accéder à de la donnée, vous avez exactement ces mêmes capacités-là en Java. Ça, c'est essentiel à comprendre. Ça veut dire que contrairement à d'autres bases de données, on n'est pas obligé de désérialiser ce format binaire OSON pour l'envoyer au client. Le client sait lire du format OSON. Et donc, ce qu'on évite en fait en termes de désérialisation, plus le fait que les données texte sont plus grandes que du format OSON, tout ça, c'est du gain sur le trafic réseau et c'est du gain sur les performances. Regardons maintenant ce qui se passe d'un point de vue collection de JSON. Donc, ce qu'on a fait dans la base de données Oracle, c'est avec l'API Soda en premier lieu, puis avec le support de l'API MongoDB, eh bien, c'est d'avoir des notions de collection. Donc, c'est un peu plus complexe que des tables. Il y a des métadonnées qui sont essentielles à comprendre lorsqu'on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, ce n'est pas que des tables, mais on peut utiliser notamment les propriétés qu'offre le monde relationnel par rapport à ce type de données. Le point vraiment important que l'on voulait adresser en créant cette nouvelle API, c'est de continuer à pouvoir utiliser que ce soit les compétences autour de MongoDB, mais aussi les outils, les drivers, etc. Parce que ça permet quoi? Eh bien, de pouvoir migrer les workloads MongoDB vers Oracle de manière très simple, c'est-à-dire sans changement
du code applicatif. Et ça, c'est essentiel à comprendre. C'est-à-dire uniquement bouger les données, revoir de temps en temps peut-être le design, partitionner les tables, avoir des index full text par exemple, et ensuite, une fois que la migration s'est bien faite, on peut continuer à faire évoluer l'application, cette fois-ci avec des fonctionnalités Oracle, tout en bénéficiant de la sécurité un peu plus renforcée, de la haute disponibilité qu'on connaît, et de tout un tas d'autres fonctionnalités, notamment certaines dont j'ai parlé ce matin, comme par exemple appliquer des modèles de machine learning directement sur des documents JSON. Le SQL va permettre aussi énormément de choses grâce à l'optimiseur Oracle, c'est-à-dire généralement ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on veut faire de l'analytique sur le document JSON, MongoDB est un peu à la traîne, parfois beaucoup, en fonction des types de requêtes qu'on va vouloir faire. Oracle offre un certain nombre de fonctionnalités telles que tout ce qui est processing in memory, offloading sur les machines Exadata et plein d'autres choses qui vont permettre justement d'avoir des capacités analytiques extrêmement puissantes, qui plus est écrites en SQL. Ce langage SQL va d'ailleurs être très pratique lorsqu'on va vouloir, par exemple, faire tout simplement coexister des données JSON avec d'autres types de données. Et donc, faire des jointures entre des données JSON relationnelles, XML spatiales ou graphes de propriété et autres, c'est quelque chose qui est très commun dans le monde Oracle. L'autre chose, donc ce qu'on voulait, c'est que les données relationnelles soient exposées sous forme de documents JSON. Donc, il y a pas mal de façons de le faire. On en a vu une ce matin avec les nouvelles JSON Duality Views qu'offre la 23C. Mais on peut le faire, par exemple, avec des collections SODA ou compatibles MongoDB qui s'appuieraient, elles, sur des vues relationnelles. Donc, les données sont en lecture seule, mais c'est aussi des cas d'usage qu'on voit chez nos clients où on prend un modèle, on crée une vue qui génère du JSON et ensuite, cette vue-là, on la map sur une collection et on y accède via les API classiques, SODA, MongoDB ou REST. Également à noter qu'on peut très bien modifier les documents au travers de ces API simplifiées. Donc voilà, donc on couvre un nombre de cas d'usage assez importants qui font que de plus en plus, on voit les clients qui font la migration finalement de MongoDB vers Oracle. Sur l'aspect modèle relationnel, donc en comparaison un petit peu des données, si on regarde les tables, elles contiennent des lignes, d'accord? Les schémas contiennent des tables, et ensuite, on va avoir des notions de lignes qu'on va pouvoir accéder en SQL. Ici, je fais juste une toute petite parenthèse sur le fait que les données qui sont encore une fois stockées au sein des collections JSON peuvent complètement être manipulés en SQL. D'accord? Ça, c'est vraiment essentiel de comprendre. Il n'y a pas une seule opération aujourd'hui qu'on ne sait pas faire à la fois en SQL et au travers des API SODA ou MongoDB. Je continue le comparatif. Donc, pour les collections, vous avez à droite ici un exemple en Java qui utilise les API classiques de MongoDB. Et donc, on a classiquement des documents qui vont contenir des données souvent sous forme de structure objet, avec un ID unique, la primary key, qui va être le fameux champ _ID. Donc, tout ça, on va pouvoir le supporter. Et ensuite, une collection va pouvoir contenir des documents avec toutes les opérations qu'on va pouvoir avoir dessus, donc on appelle généralement CRUD, pour tout ce qui est création, donc insert, lecture, get, update et delete. Le filtering, c'est vraiment ce qu'on connaît en fait de tout ce qui est, on appelle ça du query by example. On va fournir tout simplement des champs, des clés valeurs pour pouvoir aller filtrer très rapidement les données au sein des collections. Tout ça, on va pouvoir le supporter également. Donc, si vous n'avez pas envie de vous mettre au SQL, eh bien, il n'y a pas de problème, parce que les API vous offrent ces capacités-là. Donc, si on reprend l'exemple, on a une première phase de connexion. Donc, la petite différence avec MongoDB, c'est que lorsqu'on va se connecter côté Oracle ou plutôt côté MongoDB à une base de données, en fait, on va se connecter côté Oracle à ce qu'on appelle un schéma ou un utilisateur qui est en fait la même chose, un nom
un espace de nommage où on va pouvoir créer à l'intérieur des tables, des collections, des vues, des index, etc. Ensuite, eh bien, on a une collection, donc ici Employees, qui en fait ressemble quelque part, pas exactement, mais un peu à une table, plus d'autres métadonnées dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, et également un champ de type JSON. Ensuite, eh bien, quand on va vouloir insérer un champ, c'est comme si on faisait un insert avec une bind variable ici. Et lorsqu'on va vouloir donc requêter, ça on a commencé un peu à le voir, on va passer des clauses de filtrage ici qui vont être transcrites en requête SQL. Et donc, le SQL, finalement, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur parfois, même si je ne conçois pas aujourd'hui qu'un développeur ne connaisse pas un minimum de SQL, qui plus est, vu tout ce qu'on peut faire avec maintenant. Bon, il y a des frameworks qui aident, mais il est essentiel de comprendre voilà, que dans l'IT, c'est avant tout, le I, c'est pour Information Technology. Maîtriser l'information, forcément, il faut être armé avec les langages qui vont bien. Le SQL est essentiel pour moi ici. Mais si vous n'en avez pas envie, vous pouvez continuer d'utiliser toutes les API, dites NoSQL, comme vous pouvez le voir sur la gauche. Donc, les mêmes données, on va pouvoir y accéder au travers de l'API NoSQL ou au travers de l'API SQL JSON. Ça, c'est disponible sur tous les moteurs Oracle. Maintenant, en termes d'offres, on a une offre de base de données Autonomous qui s'appelle Autonomous JSON Database, donc qui va être spécifiquement ciblée sur la gestion de données de JSON. Spécialement, ça veut dire qu'en fait, on peut quand même stocker des données relationnelles, mais qu'on est limité à 20 gigaoctets. La contrepartie de ça, c'est que le coût du service n'est que de un quart, en fait. On paye que 25% par rapport à d'autres services type Autonomous Transaction Processing. Qu'est-ce qu'une base de données Autonomous? Eh bien, c'est un service cloud managé qui va offrir un certain nombre de performances, à savoir de la latence très faible, très scalable horizontalement, le côté processing séparé du stockage, également scalable. On est donc sur des architectures, en fait, ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour les bases de données, à savoir Exadata. Et on va pouvoir donc aller utiliser, créer des collections de JSON, utiliser les API autour de ces collections-là et le SQL. La partie gestion de base de données est réduite à son strict minimum, à savoir un peu de tuning de temps en temps et de modélisation. Mais tout ce qui est backup, patch, disaster recovery, tout ça, c'est géré par la plateforme. On offre ce service-là de manière complètement gratuite au travers des Always Free Services. Donc, je vous invite à regarder, vraiment intéressant. Donc, deux bases de données de 20 gigaoctets, vous pouvez déployer des documents JSON autant que faire se peut et bénéficier de toutes les fonctionnalités ici présentées ici. Vous avez en plus donc, tout ce que le Cloud Oracle offre en matière de base de données autonomes, à savoir l'élasticité côté compute et stockage automatisé. Très faible latence, encore une fois, pour la lecture et l'écriture, la très haute disponibilité et puis le prix qui est assez avantageux quand même. Pour les personnes qui sont intéressées par le multi-cloud, on a ces offres-là également disponibles au travers d'offres chez Azure, par exemple, ou on-premises, donc du Cloud Manager Oracle avec ces services-là, mais dans vos data centers. Donc là, hyper intéressant aussi pour les aspects sécurité. Si on se focalise maintenant un peu plus sur la partie API MongoDB, c'est un pan logiciel qu'on rajoute à ORDS à partir de la version 22.3. Et c'est quelque chose qui va être managé côté base de données autonome, mais qui peut être aussi managé par vous si vous le souhaitez, ou alors qui va être offert on-premises sur les aspects, donc de pouvoir se connecter à une base de données 21C. Je l'ai mis ici. Si vous voulez commencer à tester ça et faire des POC sur le 19C, contactez-moi. Il y a pas mal de travaux qui sont faits en ce moment dans ce sens-là, mais voilà, il faut passer par un product manager. Donc, si on regarde en termes d'architecture, les applications MongoDB vont, elles, utiliser le Wire Protocol de MongoDB, parler à ORDS, qui lui va faire, en fait, finalement, l'interaction avec la base de données Oracle, à savoir transformer les requêtes en SQL et convertir les résultats en JSON pour l'application. Vous avez un lien ici pour des bonnes pratiques, donc
il y a Herman Baer, le PM pour tout ce qui est API MongoDB, qui rajoute au fur et à mesure un certain nombre d'informations par rapport à ça pour compléter la documentation. En matière de driver et d'outillage, tout est compatible. J'ai juste mis un minimum de versions à voir qui doivent supporter tout ce qui est load balancing de connexion. Voilà, mais sinon, on supporte quasiment tout. Les aspects de chaîne de connexion, quand vous êtes sur des bases de données autonomes, vous avez juste à cliquer sur un bouton et on vous copie la chaîne de connexion. Maintenant, pour comprendre tout ça, en fait, la partie un peu compliquée au début pour les utilisateurs MongoDB, c'est de comprendre que le user ici et la database ici sont exactement la même chose. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on utilise les chaînes de connexion qu'on a l'habitude de faire en spécifiant le port 27017 par défaut nous concernant et en pouvant utiliser par exemple ces mécanismes-là, voilà, SSL, toutes ces options-là sont voilà, retrowrites à false, forcément on est transactionnel par défaut. Et ici, une petite information sur si on n'a pas envie de gérer les certificats avec ORDS. Sur le setup, donc j'ai mis ici quelques façons de le faire. Je vais faire une démo pour vous montrer comment ça se passe. Et j'ai même créé en fait une image Docker. Donc si vous voulez l'utiliser, ça se connecte directement à une base Free 23C que vous auriez déployée aussi sur votre laptop. Les slides seront disponibles, donc c'est de la documentation, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Ça, c'est également les différentes étapes pour déployer, par exemple, l'API MongoDB avec ORDS en simple ligne de commande. Donc, c'est typiquement ce que j'utilise pour une image Docker. Donc, en termes de démo, voilà comment ça va se passer. J'ai déployé sur mon laptop à la fois donc deux images Docker. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, elles sont ici. Voilà. Donc, j'ai deux images, celle de ce matin que j'ai utilisée et celle que j'ai créée pour justement l'API MongoDB. Elles sont démarrées, d'accord? Donc, grâce à Podman sur mon laptop avec Windows, le support de Linux. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que j'ai aussi une base de MongoDB qui est déployée sur mon laptop. Et donc, je vais déjà vous montrer, en fait, une application qui s'appelle ProShop, que j'ai été récupérée sur GitHub, qui est basée sur une Merno Stack, qui utilise Mongoose comme ODM et qui permet, voilà, donc très rapidement, en quelques... donc, elle est démarrée ici pour gagner un petit peu de temps, et qui permet d'avoir ce genre de... ici, voilà, ce genre de site web très, très rapidement. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un exemple de site e-commerce. Donc, je vais pouvoir me connecter. Je vais me connecter en John. Et donc là, je vais pouvoir faire, comme d'habitude, des achats, etc. Donc, pour vous montrer comment ça se passe côté MongoDB, j'ai MongoDB Compass déployé ici. Donc, je vais me connecter à la base de données. Je vais aller dans le schéma Learn Demo. Et en fait, il y a trois collections, Orders, Products et Users, qui vont servir pour l'application. Donc là, si on regarde par exemple la partie Orders, aucun document, tout simplement parce que je viens juste de démarrer l'application et qu'il n'y a absolument aucun ordre de commande qui ont été créés. Donc, je vais en créer un. Par exemple, je vais m'acheter une petite PlayStation 4, un peu en retard, c'est une vieille application, je n'ai pas été chercher non plus très loin. Je vais en acheter 3, voilà, hop, je les ajoute. Je vais faire le checkout pour chez moi. Donc, j'habite à Tours, 37 000 et c'est en France. Donc, hop, je passe au paiement. Voilà, bon. Bon, ça ne va pas aller payer jusqu'à PayPal, hein, bien sûr, mais on va voir que derrière, en fait, donc je vais juste annuler. Hop, clac. Donc déjà, on va voir une chose, c'est que j'ai bien l'ordre qui a été créé ici et côté MongoDB. Si je fais un refresh ici, on va voir que j'ai ma fameuse commande avec les PlayStation et j'en ai bien 3. Voilà. Donc ça, c'est partie MongoDB, rien de nouveau, ça fonctionne comme on veut.
Donc maintenant, c'est là où ça va devenir intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer en fait en matière de migration. Donc si on regarde la configuration de l'application, on voit qu'ici, j'ai ma chaîne de connexion qui est pour le moment branchée sur ma base de données MongoDB en local. Donc ce que je vais faire, bah, c'est d'une part changer la chaîne de migration, de connexion, pardon, comme ça, mais je ne vais pas sauver tout de suite. Ce qui va se passer, c'est que derrière, enfin, si je peux sauver, ça ne va rien changer. Et je changerai tout à l'heure les sources d'un fichier côté back-end pour qu'ils puissent se reconnecter. Donc, comme je disais, la chaîne de connexion, donc je vais me mettre sur une base 23C, celle que j'ai utilisée ce matin. Et pour vous montrer en fait comment va fonctionner la partie MongoDB, donc là, j'utilise toujours MongoDB Compass, mais cette fois-ci, je vais me connecter sur ma base Oracle. Donc là, il se réveille un petit peu. Voilà. Et je vais voir que dans la base de données développeur, dans le schéma développeur, il n'y a absolument rien, ce que je vais pouvoir vous confirmer tout de suite en regardant ici les tables. Donc, il y a 0 table. Et si je liste les collections Soda, aucune collection. Donc, la base est vide. Et donc, la chose qu'il va falloir faire maintenant, ça va être, comme vous pouvez vous y attendre, la migration des données. Donc, je vous ai montré les 2 containers Docker, l'application qui marche sur MongoDB. Je vous ai montré aussi que je peux utiliser Compass ici pour se connecter à la base de données qui est vide aujourd'hui. Donc là, maintenant, je vais me servir d'un outil maison qui permet de faire des migrations de base de données MongoDB vers Oracle. Donc j'ai tout scripté, hein, ça. Pour les personnes intéressées, je pourrais rentrer dans le détail, mais donc je vais lancer juste la commande Mongo to Aura. Et en fait, vous allez voir normalement la migration des données qui va se faire, donc la création des collections, le remplissage de ces collections avec les données JSON, la conversion du format BSON à OSON, forcément, la réindexation, donc ça détecte aussi les index qui sont présents dans les collections JSON côté MongoDB, ça les convertit côté Oracle. Donc je lance la commande. Ça va être un petit peu lent parce que le PC commence à être un peu saturé en termes de mémoire. Donc là, première chose, connexion base de données locale. Voilà, donc on a bien détecté qu'il y avait 3 collections, version 5.0.5 de MongoDB. On s'est connecté à côté Oracle, version 23.2 détectée, donc la Free Developer Release. C'est un peu lent, hein, je suis désolé. Puis VS Code n'est pas forcément par rapport au refresh. Voilà, donc là, il a commencé à détecter les collections. Donc la première collection qui va migrer, c'est Orders. Donc là, il a copié un document seriesib, mais encore une fois, mon PC est complètement saturé côté mémoire. Et Zoom n'aide pas. D'ailleurs, je vais arrêter la caméra. Voilà. Ben, ça aide beaucoup d'arrêter la caméra. Donc là, voilà, on a vu qu'en 1 minute, ouf, pile, j'ai fait la migration en fait de 3 collections et qu'on a migré également plusieurs index, donc 7 index ici qu'on a recréé depuis les collections MongoDB existantes. Je vais juste remettre. Voilà. Donc, ça n'a pas l'air. Cet outil-là est quand même capable de migrer 1 teraoctet de base de données MongoDB en moins d'1 heure. Hein. C'est juste pour vous donner un petit peu quand on a des serveurs un peu plus costauds. Donc, il utilise des mécanismes très performants pour tout ce qui est migration. Donc, on a migré les données. Je vais aller voir à côté MongoDB ce qui se passe. Donc là, si je fais un refresh, je vois bien mes collections. Et normalement, je vais arrêter la caméra parce que c'est trop compliqué. Voilà. Donc, je vais bien avoir la commande avec mes 3 PlayStation. Voilà. Donc, tout va bien. Les collections ont été migrées avec les données à l'intérieur. Et donc, je vais juste avoir besoin maintenant de changer. Donc, je vais prendre un fichier côté backend, par exemple, voilà, serveur, ajouter une ligne, et on va voir qu'il va redéployer ici. Et là, j'ai basculé côté Oracle.
Donc, je vais me déconnecter déjà. Logout. Ça va être bon. Sign in. Alors. Je vais juste l'ouvrir dans un autre onglet, ce sera plus pratique. Voilà. Et donc là, je suis connecté finalement sur la base Oracle. Alors, ça a l'air de rien. Bah, ce que je vais faire, c'est juste, je vais créer une autre commande. Je vais en prendre trois. Je vais bien trop. Hop, cette fois-ci, je vais dire que c'est pour le travail. Aux États-Unis, pareil, je fais Passlord, qui ne passera pas. Je vais contrôler que j'ai bien mes deux commandes et que côté MongoDB Oracle, ici, j'ai bien, on voit ici deux documents. Donc, si on regarde les dates, 15h28, 15h35, donc c'est celle-là, et on est bien sûr une commande qui part aux États-Unis pour le travail, pour des AirPods. Donc voilà, donc vous voyez qu'en fait, finalement, le passage, la migration d'une base, d'une stack MERN complète en utilisant la base de Oracle s'est fait assez rapidement. Bon, là, il y a peu de documents, mais je vous garantis que la rapidité d'outils est là. Et donc ensuite, on continue d'utiliser l'application et on va pouvoir, par exemple, l'étendre. Ce qu'on n'a pas vu encore, c'est ce qu'offre aussi ORDS. Donc là, ça vient directement avec ORDS. C'est si vous connaissez les DB Actions SQL dans le côté cloud, c'est exactement la même chose qui est offert au travers d'ORDS. Donc, je peux me connecter à l'outil et je vais pouvoir faire bien, du SQL. Hop, je vais aller ouvrir. Donc, tout ça, ça tourne sur le laptop au travers d'images Docker. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir côté table? Eh bien, qu'on a ces fameuses tables. Donc, si j'ai envie de faire, par exemple, une requête SQL en utilisant la SQL Notation, je vais pouvoir aller tout simplement regarder les... Alors, est-ce qu'il est parti ou pas? Désolé de la lenteur. Et donc, on voit en SQL, en fait, eh bien, la représentation de mes documents de JSON. Voilà. Donc, extrêmement simple d'utilisation. Est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus rigolotes? Oui, par exemple, je disais tout à l'heure, comme on a des tableaux, bon, ça va pas être très intéressant parce que j'ai fait des commandes avec un seul produit. Mais si on avait plusieurs produits, en fait, on verrait qu'on a plusieurs lignes par document JSON. Donc, avec un même ID de commande, par exemple, on aurait des capacités à vraiment aller transformer ces documents JSON et les données tabulaires au travers de... D'ailleurs, je regarde si j'ai le temps, il reste 5 minutes. Écoutez, je vais prendre juste un peu de temps, je regarde ce qui me reste. Je vais prendre un instant pour recréer en fait une transaction pour vous montrer en fait ce que ça fait. Alors, hop, je refais une commande. Tchouk. Donc cette fois-ci, je prends allez, un iPhone. Un iPhone. J'ajoute. Je continue. Je vais prendre. Je peux prendre des souris. Ça va, il y en a en stock. Je vais en prendre deux. Voilà, donc là j'ai deux items. Bon, je vais m'arrêter là.
Hop, je continue. Donc là, ça valide la commande. Je reviens ici. Si je relance la requête SQL, cette fois-ci, on va voir normalement 2 lignes pour la dernière commande que je viens d'effectuer parce qu'en fait, dans le tableau des items, il y a 2 éléments, il y a 2 objets. Voilà, donc on doit être sur celle-ci. Alors, je pourrais mettre, d'ailleurs, on le voit ici, hein, c'est très pratique. Je pourrais mettre, si je vais mettre le o.id, voilà, tout simplement. Voilà, donc ici, vous allez voir que pour la même commande, on a 2 lignes, hein, les lignes 2 et 3 en fait, même commande, même ID de document. Et ici, vous avez, j'ai utilisé cette notation-là, for ordinality, en fait, ça va permettre de numéroter les items au sein d'un tableau. Donc ça, c'est le premier élément, ça va être le deuxième. Assez pratique pour, quand on fait du SQL. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire des requêtes de type analytique, par exemple. Je vais faire du group by sur mes documents. Je vais recalculer finalement des prix. Alors, je regarde juste from orders. Ouais. Là, en fait, je vais faire juste le recalcul par commande du prix total, de la taxe également, et du nouveau prix en appliquant la taxe. Donc là, on voit que ça marche pas. Pourquoi? C'est que tax price. Ah oui, parce que les taxes ne sont pas gérées. En fait, l'exemple peut continuer, mais en fait, non, les taxes ne sont pas. On est à 1 partout. Donc c'est pour ça que ça ne s'applique pas en fait. OK, donc là, je vais m'arrêter. Ça, je vais l'arrêter aussi. Et donc, je vais rebasculer sur les slides. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Un point sur les limitations actuelles avec l'API quand on est dans un monde base de données 19C. Ça change, tout ça va changer côté 23C. Faire attention sur la partie authentification. Donc, bien comprendre les usernames, la notion de password. Donc, on est vraiment dans un monde Oracle pour tout ce qui est authentification et autorisation, notamment au niveau de la chaîne de connexion. Ensuite, la gestion des index, pour l'instant, version 19C au travers des API MongoDB, n'est pas complètement finalisée. Donc, pour l'instant, les index vont devoir être recréés sous format SQL ou avec l'API Soda, mais pas au travers des instructions DB create index. Ça va changer. Et enfin, donc un gros morceau ici, l'aggregation pipeline, mais ça, j'en dis 2-3 mots juste après. Là où je voulais en venir, c'est sur la version 23C, dont je vous ai parlé ce matin, et notamment sur les JSON Document Relational Duality Views. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va être essentiel de comprendre dans le monde de la modélisation de JSON. Qu'est-ce que ça va apporter? Brièvement, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, et encore une fois, je vous invite à revoir le replay de ma session de ce matin pour avoir beaucoup plus de détails, mais essentiellement, cette fonctionnalité va permettre d'avoir un modèle relationnel qui est multi-use case, classique avec des tableaux et des colonnes, et de pouvoir connecter dessus un objet de type vue qui, contrairement à son nom, permet des mises à jour, hein, peut être en requêtage, mais aussi en update, delete et insert. Et cette vue-là, en fait, elle va pouvoir être définie au travers du langage SQL ou GraphQL. Et on va se servir de cette vue-là pour finalement venir construire des représentations hiérarchiques de type objet JSON. Voilà. L'un des avantages indéniables dans le monde des données JSON, c'est l'aspect modélisation de JSON.
Le sujet a fait couler pas mal d'encre. MongoDB a participé notamment à faire des définitions de patterns pour pouvoir justement modéliser ces structures d'objets JSON. Et il y a une vidéo très intéressante qui date d'à peu près un an, où on voit en fait comment on modélise finalement au travers de documents JSON un mini réseau social dont j'ai tiré les captures d'écran ici. Et on voit en bas à gauche en fait le modèle relationnel. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que donc le speaker qui est architecte chez MongoDB explique qu'en fait, lorsqu'on veut modéliser finalement sur ce mini réseau social, il n'y a qu'un seul modèle dans le monde relationnel. Un seul. Il n'y a pas à tergiverser. Les relations LNM, on fait des tables d'association. Ça peut être un peu compliqué quand on ne fait pas trop le SQL. Ça reste simple lorsqu'on utilise par exemple des frameworks. Mais le point essentiel, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution. Là où, en fait, quand on est sur une approche uniquement documentaire, on va avoir des compromis à prendre en fonction déjà de connaître quelle requête en avance de phase je vais avoir à réaliser sur mes documents JSON. Et donc, de proposer une modélisation à gauche ou une autre modélisation à droite en fonction des requêtages que je vais avoir à faire. Voilà. Donc ça, c'est un point essentiel à comprendre. Et si on bascule en fait dans le monde relationnel, on voit que ce genre de challenge, de compromis n'existe plus. Et donc, là où je veux en venir avec cette notion de JSON Duality Views, c'est que on va offrir finalement ces capacités à toujours faire du document JSON sur des données relationnelles. Les données ne changent pas, le modèle ne change pas. Par contre, quels que soient les nouveaux cas d'usage, vous aurez toujours la possibilité finalement de pouvoir définir vos collections de JSON, et ce, quelle que soit l'évolution. Donc là, je vous mets un exemple de collection de JSON où on va avoir les people qui vont être à la racine de ma hiérarchie de JSON. Mais si demain, j'ai envie d'avoir une autre hiérarchie où là, j'ai tout requêté par article, je peux le faire. Le modèle relationnel derrière ne bouge pas. Voilà. Et si j'ai envie que la racine de mes documents soit les commentaires, les tags ou les catégories, vous avez le choix. Vous pouvez créer les cinq duality views à cheval sur votre modèle. Vous pouvez faire des sous-ensembles hyper souples. Vous n'avez pas du tout à redesigner. Vous n'avez pas tous les problèmes de consistance de données, d'updates multiples partout parce que vous avez de la redondance de données. Tout ça disparaît complètement. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une grosse force. Il y en a d'autres dont je vais parler ce matin, mais ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Rajouter un index, changer un type de données, c'est facile. Remodéliser une base de données JSON où on a dedans des millions de documents, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, cette souplesse-là est vraiment essentielle à comprendre. Tout ça, c'est disponible, j'en parlais ce matin, mais sur la nouvelle version Free 23C Developer Release, donc qui est disponible depuis 2 mois, gratuitement. Vous pouvez aller la chercher sur Solana. Ce matin, j'expliquais comment facilement la récupérer. Olivier en a parlé également sur les aspects images Docker qu'on fournit. Donc, il y a vraiment énormément de moyens aujourd'hui d'accéder à cette nouvelle version. Qui n'est pas la version définitive et qui va continuer d'évoluer pour arriver à une version beaucoup plus stable et avec d'autres nouvelles fonctionnalités au moment de la release en General Availability. Tout à l'heure, je mentionnais que on ne supportait pas encore tout ce qui est aggregation pipeline. Hein. Si je reviens dans MongoDB Compass, c'est pas vraiment vrai. Hein. On peut aller sur l'onglet aggregation et on voit qu'on supporte déjà certaines choses et que certains opérateurs sont supportés au travers de l'API MongoDB. Mais ce qui va arriver très prochainement, là on est plutôt autour de la date de sortie de la 23C, c'est finalement le support de ces fameux pipelines d'agrégation. Donc, on a énormément de clients qui nous demandent de supporter ces pipelines-là. Et donc là, je vous donne juste un exemple de, classiquement, un pipeline d'agrégation. Le résultat associé, tout ça, ça a tourné sur un Mongo Shell qui était connecté à une base de données 23C. Et pour vous prouver en fait que c'était vrai, vous pouvez avoir accédé au code SQL qui tourne derrière. Donc là, j'ai mis juste
rapidement la correspondance sur du match, ça va être JSON exist, sur le sort, ça va être l'order by, limit, ça va être le fetch first, unset, ça va être avec le fameux opérateur JSON transform, les opérations de remove. Et donc, j'aime à croire que, parce que vous avez la capacité de récupérer les requêtes qu'on va automatiquement générer, qui sont composables, hein, qui utilisent les clauses with, donc aussi connues sous Common Table Expression, CTE. Et donc, on va pouvoir utiliser finalement l'optimiseur Oracle et toutes les fonctionnalités qui sont derrière pour pouvoir aller faire de l'analytique sur des données JSON de cette manière-là. Vous n'écrivez pas les requêtes SQL. Ça va être l'API MongoDB qui va les générer pour vous. Ça arrive prochainement. Et puis, donc voilà, donc je reviens sur ce slide. C'est vraiment ça qu'on a voulu faire, créer un pont, ne pas mettre en opposition du tout ces deux mondes qui ont énormément de choses à apporter à l'un et à l'autre, mais vraiment voilà, les combiner ensemble pour pouvoir unir les forces. J'en ai fini. Il y a juste un point sur les aspects Live Labs. Je mettrai des liens vers tous les Live Labs que vous pouvez voir ici, qui sont disponibles gratuitement pour pouvoir venir tester les technologies, notamment celles dont je vous ai parlé tout à l'heure.